Catherine Bizot, on est toujours sur les compagnons de Paul. Alors, on a commencé à voir que c'est un réseau, ces compagnons de Paul, et il y a quand même un centre. Et ce centre, c'est Paul, et qui par moment pose un peu ses pénates, si on peut dire, dans une ville. Et la ville qu'il a le plus fréquentée, c'est Éphèse. Oui, alors c'est la ville qu'il a le plus fréquentée. Et en plus, Éphèse, c'est une ville, effectivement, qui à l'époque était très très grecque. Ça c'est sûr, mais et aussi qui était très très juive et qui avait un potentiel intellectuel très important. Et au niveau des réflexions religieuses, de la recherche religieuse qui était foisonnante à cette époque, Éphèse était vraiment un centre. Alors ça explique pas forcément le fait que Paul se soit installé longtemps là, mais c'est un nœud de réalité historique qui font que Éphèse devait vraiment être finalement bien placé pour les travaux. C'est une position qui convient bien, parce qu'il est au centre de ses missions. Voilà, au centre des missions, de là on peut rayonner sur tout le monde méditerranéen, et donc ça a dû beaucoup jouer. Alors, il faut imaginer quoi? Une sorte de bureau, Paul, évangile en gros, export dans tous les pays du monde méditerranéen? C'est une sorte de centre d'exportation? Je pense, il y avait d'abord la communauté chrétienne en elle-même, donc avec des familles, donc des maisons, comme on disait à l'époque, qui soutenaient très fortement cette communauté. Ces familles devaient accueillir les évangélisateurs itinérants dont on a parlé la dernière fois. Et donc, il y avait des espèces, certainement, de colloques très fréquents à l'intérieur de cette communauté et autour dans les maisons. Et à partir de là, certainement qu'ils ont beaucoup réfléchi, parce qu'à Éphèse sont aussi passés des évangélisateurs dont on n'a pas encore parlé, par exemple Marc et Luc, qui vont prendre ensuite une importance capitale. Tous ces hommes-là devaient revenir en faisant part de leur expérience, en faisant part des questions auxquelles ils n'avaient pas pu répondre. Je crois que c'est aussi simple que ça aussi. Partir prêcher, c'est une chose. Répondre aux questions de ce monde-là, c'est pas simple. Et donc, les uns et les autres. Et je pense aussi qu'ils venaient chercher des ordres carrément auprès de Paul. Quoi faire avec quelle communauté, où partir, où être le plus utile. Je pense que Paul devait aussi donner des ordres. Et puis il devait se reposer aussi. Ah oui. Avant de repartir. J'allais dire, il devait aussi écrire des lettres. Et écrire des lettres. Se reposer, c'est vrai que c'est important. Bah oui, non, parce qu'il traversait tout ça soit en bateau, soit à pied, soit avec des conditions, dans des conditions difficiles. Donc je pense aussi que ça devait être un lieu un peu de retraite. Et il devait aussi écrire des lettres. Alors là, c'est là où voilà comment ça se faisait ces lettres. On voit bien que Paul est rarement l'auteur unique. Voilà. Alors rarement Paul est l'auteur unique, à la fois dans l'écriture physique de la lettre, ça c'est sûr et certain, mais même aussi dans l'organisation du texte de la lettre. Bon, alors Paul avait des secrétaires, notamment Tertius qu'on connaît bien. Ces secrétaires, ils écrivaient sous la dictée de Paul ou peut-être d'un autre parfois, sur des parchemins ou des papyrus, les papyrus étant moins chers que les... Alors c'était poncé, c'était cher, donc il fallait faire attention. Alors, on peut poncer ça avec un coquillage ou un éclat d'ivoire. On avait de l'encre animale venue de la sèche ou de l'encre végétale avec du charbon. Et la dictée, c'était syllabe par syllabe, parce qu'ils avaient déjà une espèce de sténo. Voilà. Et Paul donnait sans doute un canevas général et après les secrétaires rédigeaient. Et ces lettres étaient envoyées par les hommes et les femmes dont on a parlé dans tout le monde méditerranéen. Et là, ils étaient lus publiquement certainement, mais aussi commentés très certainement. D'où l'intérêt de revenir là où était Paul pour avoir les commentaires de Paul. Et puis elles étaient sûrement recopiées. Parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. Oui, on peut le supposer. Il y avait d'autres communautés autour, on recopiait pour elles et on se passait les lettres. Et à partir de ces lettres, il y avait des catéchèses et certainement aussi, ces lettres étaient support de liturgie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la lettre, c'est pas simplement la lettre, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le commentaire, le porteur, etc. Voilà, le commentaire pour faire avancer la communauté, pour qu'elle réfléchisse, et puis même l'utilisation, là encore, pour aider les autres communautés à aller leur porter une lettre. C'était plus une collecte comme tout à l'heure, c'est une lettre qu'on porte. La bonne nouvelle. Eh bien, écoutez, merci Catherine Bizot de nous avoir fait découvrir Éphèse et puis ce centre de production de lettres. Merci.